Bonsoir, chers amis du Panathlon, chers amis du Panathlon. C'est un grand plaisir pour moi d'être présent ce soir, en différé, mais aussi en direct. Et ça, c'est un exercice qu'on a déjà eu l'occasion de faire lors des séances précédentes. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Jackie Delapierre qui va nous parler d'athlétissima. Mais avant cela, comme nous avons des nouvelles qui viennent de Marco Astolfi qui va nous parler des Panathlon Family Games parce que c'est notre référence phare, c'est-à-dire vraiment pour nous c'est très important les Panathlon Family Games et c'est la raison pour laquelle je passe la parole maintenant à Marco qui va vous parler des Family Games. Merci beaucoup, bonjour tout le monde, et content de vous voir par écran interposé. Alors, quelques nouvelles des Panathlon Family Games. La date prévue était le 23 mai. Pour l'instant, la date est maintenue selon une des deux variantes que l'on a pour les organiser. Alors, on a travaillé maintenant sur deux scénarios que je vous donnerai tout à l'heure. Les dernières nouvelles, c'est qu'aujourd'hui, on a fait une demande au canton et la réponse du canton a été nous avons transmis vos questions à la Confédération. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse précise quant à nos demandes, donc on est en attente. On a prévu un prochain comité d'organisation jeudi prochain, et jeudi prochain, on devrait avoir les réponses de la Confédération qui nous diront si on peut appliquer le scénario A ou le scénario B. Donc peut-être ça vaut la peine de vous expliquer ces deux scénarios. Le premier, c'est celui qui peut ressembler le plus à ce que l'on connaissait, c'est-à-dire réunir des gens sur un site. Alors l'idée, c'est de délocaliser la manifestation au nord de la ville pour que l'on puisse avoir accès à différents sites qui seraient différenciés les uns des autres. On imagine 4 à 5 sites sur le haut de la ville, le centre sportif de la Tuyère, le stade des Marronniers, la salle multisport des Bergères ou encore le stade olympique de la Pontaise. Et on traiterait ces sites de manière différenciée, c'est-à-dire que les enfants inscrits au préalable sur un des sites, on pense accueillir 4 groupes de 15 enfants en même temps sur un site. Si on a 5 sites, ça fait 5 fois 60, 300 enfants qui auraient cette demi-journée à disposition. Par site, on mettrait 4 sports différents et un enfant arriverait, serait déposé par les parents et resterait dans le même groupe toute la matinée. Et les parents viendraient récupérer leurs enfants à midi et on pourrait renouveler l'expérience l'après-midi, ce qui nous ferait au mieux 600 enfants qui essaieraient 4 sports différents, voire 8 s'ils font. Tout ça, ça veut dire qu'il y a des inscriptions préalables, il y a des plans de protection à mettre en place, suivant que l'on soit aux Bergères dans des salles ou que l'on soit là au stade olympique de la Pontaise, qui est une infrastructure ouverte. Bien sûr qu'il y aura à penser l'âge des enfants, parce que finalement, si c'est des initiations à garder ensemble, c'est peut-être mieux que les enfants aient un âge plutôt qui se rapproche les uns des autres et pas avoir 8 ans et 16 ans, ce qui compliquerait un petit peu. La durée, ça serait la demi-journée avec 4 sports différents et puis des groupes de 15. On a déjà dit que ça serait sur inscription, ça semble impératif. Et puis, bien sûr qu'il y a tout l'accueil à faire sur le site, parce qu'on imagine bien que s'il y a 60 enfants sur un site, il y a aussi 60 parents qui viennent accompagner les enfants. Et là, il faut voir comment on peut gérer cet afflux de personnes adultes qui ne pourraient pas rester. Et on aurait là déjà une indication de la faisabilité de notre premier scénario. Comme d'habitude, les initiations seraient données par les membres des clubs et on aurait cette fin de demi-journée et on recommencerait l'après-midi. Voilà pour la variante A. Pour la variante B, elle est
peut-être plus souple, mais elle s'éloigne un peu de la philosophie des Panathlon Family Games encore plus, puisque on imagine proposer des initiations aux enfants, mais dans les infrastructures du club qui est d'accord de le faire. Ça pourrait être un mercredi après-midi ou un soir, et dire au club de handball, eh bien, est-ce que vous êtes prêt à accueillir 20 enfants pour une initiation au handball? Et on pourrait répéter cela sur une vingtaine de clubs, 15-20 clubs, et on aurait ainsi une manifestation Panathlon Family Games qui existerait, qui serait complètement localisée dans les clubs, mais il y a certainement des clubs qui sont... Enfin, on a déjà fait une pré-enquête et des clubs sont favorables à cette solution également, puisque ça permettrait d'avoir des nouveaux adhérents si l'initiation plaît aux enfants. Effectivement que cette solution elle est moins intéressante puisqu'elle permet à l'enfant de faire une activité et donc elle est peut-être plus restrictive, mais elle est peut-être plus facile à mettre en place. Donc pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus, on attend jeudi prochain pour décider quelque chose en fonction de ce que nous répondra la Confédération, en sachant qu'après on attendra la dernière décision pour savoir si effectivement ça a lieu ou pas. Mais voilà, c'est un gros travail d'organisation, mais on le fait volontiers et on vous tiendra au courant. Merci beaucoup. Merci à toi, Marco, pour ces informations très importantes pour ces Panathlon Family Games. Maintenant, j'aimerais introduire Françoise Zweifel, qui va elle-même faire l'introduction de notre conférencier d'aujourd'hui, qui est Jackie Delapierre. Et je te cède la parole très volontiers. Merci, chers amis. Si j'interviens ce soir, c'est pour féliciter et remercier Jackie Delapierre pour le travail incroyable qu'il a réussi à faire dans ce monde compliqué de l'athlétisme, du sport. Comme Lausannois, je voulais expliquer comment Lausanne a pu bénéficier durant tant d'années de voir s'organiser un meeting d'athlétisme de ce niveau, le plus haut, alors que la Suisse est le seul pays à en organiser 2 chaque année. Je me rappelle la création d'Athlétissima en 1977. Nous avions des réunions du comité d'organisation au Chat Noir sous la présidence de Gilles Schwar, qui était président de l'Office du tourisme de Lausanne. Je faisais les procès-verbaux de ces séances, séances parfois houleuses quant à la personnalité des membres fondateurs et surtout sur des questions financières, car nous n'avions pas encore la culture des sponsors. Jean-François Pahu a ensuite rejoint aussi le comité d'organisation. Mais Jackie a su trouver le plein soutien du président Samaranch, qui ne voulait qu'une chose, faire de Lausanne la capitale du sport. Il a aussi pu convaincre Primo Nebbiolo, qui était président de la Fédération internationale d'athlétisme, de soutenir Lausanne, d'être présent dans de très nombreux meetings à Lausanne. Mais Jackie a réussi à trouver surtout des relations amicales et de confiance avec les plus grands sportifs du monde. Créer un climat de confiance et surtout une relation forte et suivie avec ses athlètes. Il a su convaincre les athlètes de venir à une compétition qu'ils jugeaient eux-mêmes amicale. Mais je me souviens aussi de la fermeté de Jackie sur les questions financières. Les files d'attente après les compétitions dans les couloirs de l'hôtel Novotel pour parler de leurs prestations, les apprécier, mais surtout fixer les récompenses. C'était comme des marchands de tapis. Les plus anciens se souviennent des soirées à Vidy, au stade Coubertin, dont une où nous étions tellement mouillés. Puis le transfert à la Pontaise,
et de télévision. Et les commentaires de Boris Aquadro. Mais si l'on parle des médias, il faut dire que Lausanne, la Suisse romande, a profité d'une immense promotion grâce à Atletissima. Articles dans les médias du monde entier, retransmissions télévisées et aussi la promotion pour les clubs lausannois, pour la jeunesse de notre région qui pouvait rencontrer les stars de l'athlétisme. Bravo Jackie pour toutes ces années, pour ton sens des contacts avec modestie, gentillesse et fermeté, car ce monde est difficile et la concurrence est rude. Alors, continue, que Atletissima nous donne toujours ce plaisir de se sentir au bon endroit et au centre du monde. Avec tous mes souvenirs, mes félicitations et mes vœux. Merci Jacques. Bonsoir à tous, plaisir de vous retrouver, non présentiel, ça aurait été beaucoup plus agréable. Mais surtout, merci à Françoise pour ces mots très sentis que j'ai beaucoup appréciés, avec aussi passablement d'émotion. Ça reflète un petit peu mon personnage. Et je suis très, très honoré d'avoir entendu ces propos. Je vais essayer, en une vingtaine de minutes, peut-être un petit peu plus, avec mon élan habituel, de vous parler d'Atletissima, peut-être un petit peu de pourquoi est-ce que l'Atletissima a du succès, a eu du succès et en a toujours autant, et quels sont aussi nos défis dans le futur. Juste un petit peu de retour pour savoir comment Atletissima est né. Il faut savoir que pour l'exposition nationale de 64, on a fait passablement de remblais sur le lac, et l'un de ces remblais a été la création d'un stade d'athlétisme pour les exhibitions que faisaient les différentes sociétés de gymnastique ou d'athlétisme. Et ce stade est resté un petit peu un stade emblématique avec pas trop de travaux qui ont été réalisés jusque les années 70 où la ville a décidé d'en faire un vrai stade d'athlétisme, et c'était le début des pistes synthétiques. Et Lausanne s'en est orgueillie en 1976 d'avoir la troisième piste synthétique de Suisse. Le leadership a été à notre voisin de Zurich, le Weltklasse Zurich. Ensuite, il y en a une qui a été créée à Winterthur, et la troisième, juste avant Genève, a été réalisée à Coubertin. Et la ville avait décidé d'inaugurer ce stade, et elle nous a demandé, j'étais vice-président du Stade Lausanne, je finissais ma carrière de sportif, actif, dirais-je, et là on a démarré pour faire une inauguration, et par les athlètes que j'avais côtoyés tout au long de ma carrière active, j'ai pu en récupérer quelques-uns, et en fait de là est né le premier meeting qui a lieu, je rappellerai pour les nostalgiques, le 8 juillet 1977, et je me rappellerai toujours que le lendemain, les journaux de l'époque, qui étaient beaucoup plus épais, beaucoup plus lus, tels que le matin, la Tribune de Lausanne, de 24 heures, avait titré « Premier record du monde à Lausanne et à Vidy, le record du monde des parapluies ouverts ». Tellement il avait plu ce soir-là, donc c'est une bonne anecdote. Et puis les athlètes, il y avait le recordman du monde du 100 heures, Dwight Stones, il y avait John Walker, champion olympique du 1500 mètres, il y avait Dick Quacks, médaille d'argent du 5000 mètres, ces grandes stars qui rappellent beaucoup de choses aux gens qui en sont de ma catégorie d'âge. Eh bien, ils se sont dit on ne peut pas laisser tomber une équipe comme ça, avoir réalisé cette prouesse sous une pluie battante. Et là, il n'y avait pas de calendrier organisé. Et ils disent on peut revenir sur le stade. Ils ont décidé que le 3 août, ils étaient tous disponibles. Et dès lors, ils se sont dit, on revient le 3 août. Et nous, dans notre enthousiasme, j'avais juste 25 ans à l'époque, on dit, banco, on remet ça, on va bien se organiser. Tout le monde est parti, ça s'est terminé. Puis le lendemain, on a fait une réunion de comité. Celle-ci n'était pas au Chat Noir, parce qu'on n'avait encore pas là à cette époque. Elle s'est trouvée dans les tribunes du stade Saint-Marange. Et là, on s'est posé quelques questions, parce que pour certains, pour beaucoup de vous, 1977 était la fête des vignerons. Et on avait choisi la date du 3 août pour remettre le couvert. Et le 3 août, il y avait une représentation de la fête des vignerons pleine à cette époque-là. Et sans aller dans les détails, on a fait cet événement le 3 août, 2 meetings en 1977.
Et le 3 août, il y avait plus de 13 000 personnes qui sont venues. Le stand n'avait pas assez de billets. On a un petit peu triché. À l'époque, on pouvait un peu tricher. Les billets qui étaient vendus, on les a repris pour les revendre 2 fois. Il y a prescription, on peut encore en parler. Mais il y avait plus de 13 000 personnes à Coubertin. Alors, pour ceux qui vont encore se promener, le stade n'a pas été modifié. Imaginez-vous dans cet écran qu'on avait réussi à mettre debout 13 000 personnes. Et il y en avait 17 000 à Vevey. Donc entre Lausanne et Vevey, il y avait 30 000 personnes qui assistaient à un spectacle, certes un spectacle culturel, mais aussi un spectacle sportif urbain. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur la nostalgie des débuts d'Athletissima. Après, il faut comprendre qu'il y a 3 périodes distinctes qui sont passées. On démarre la 4e maintenant. La première qui a été, comme l'a dit François, de 1977 à 1985, où on a organisé le meeting un peu à la façon dont on organisait des meetings du soir, un peu comme des commissions d'ABI, des choses comme ça. Mais ça prenait toujours plus d'ampleur. Le premier budget en 77 était de l'ordre de 65 ou 80 000 francs par autour. Et en 1985, on était déjà aux alentours de 400 000 et c'était beaucoup d'argent, d'où les petits soucis qui ont été évoqués par François sur la manière de trouver l'argent et de le dépenser surtout, parce qu'on a toujours envie d'amener des bons athlètes à Lausanne. Donc ce meeting a fonctionné KA jusqu'en 85, où là on a dû prendre un virage. L'athlétisme mondial s'est développé. Il faut savoir que 85, c'est juste après 84, et il faut aussi comprendre que le sport dans le monde s'est développé avec les Jeux Olympiques de 1984. Petit flashback, 1976 Montréal, boycott des pays de l'Est, 1980 Moscou, boycott des pays de l'Ouest. Personne ne voulait organiser les Jeux de 1984. Et il y a un privé qui s'est accoquiné avec des grandes maisons qui sont toujours des partenaires du CIO, Coca-Cola et d'autres, et il s'appelle Peter Huberroth, et c'est lui qui a décidé de prendre le risque d'organiser les Jeux parce que personne ne voulait les organiser. Et ce sont vraiment les premiers Jeux où l'argent est arrivé dans le sport. Et c'est depuis là que les footballeurs ont commencé à gagner de l'argent, que les athlètes ont commencé à gagner de l'argent, que le sport a fait un peu de l'argent. C'est cette période charnière qui a été là. L'athlétisme n'est pas resté en rade, puisqu'après, en 1985, on s'est organisé et nous avions l'obligation pour continuer d'avoir la télévision en direct. Et comme à Coubertin, c'était impossible de le faire pour des raisons techniques, il était décidé de transformer la Pontaise et de faire un vrai stade d'athlétisme qui pouvait recevoir des manifestations avec un éclairage et en direct avec la télévision. Donc nous sommes allés en 86 à la Pontaise, il y a quand même eu le temps de faire ces travaux. Et là, lorsqu'on a rempli le stade pour l'inauguration, il y avait 18 000 personnes. C'est le record qu'on n'a jamais pu refaire, parce qu'après il y a eu des places assises qui ont été installées, ce qui a diminué le nombre de spectateurs. Et là, depuis 1986 jusqu'en 2009, il y a eu plusieurs catégories. Il y a eu la Golden League avec 4 grands meetings, il y a eu plusieurs catégories. Nous, on faisait partie de la catégorie des grands prix. Et c'était ainsi qu'on a pu grandir, forger un bon réseau, ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et ça a duré de nouveau à peu près une quinzaine d'années. Et on a pu grandir et faire nos armes aussi avec des hauts et des bas. Je dis toujours, les hauts et des bas, je dis toujours, moi, c'est pas tous les jours facile et c'est pas facile tous les jours. Donc c'était souvent le cas à cette période-là. Et puis, après, le sport a vraiment évolué, c'est vraiment passé dans un autre monde en 1985 à 2009. Ils ont décidé de resserrer les rangs et de créer ce que l'on vit aujourd'hui depuis 2010, la Diamond League. Et la Diamond League, c'était de prendre les 10 ou 12 plus grands meetings du monde, triés sur la cinquantaine ou septantaine de meetings qui existaient passablement en Europe. Et là, on a été invité à poser notre candidature pour rejoindre cette Diamond League. Et on a été retenu, et c'est depuis là que le meeting a commencé de prendre son essor par le sponsoring, par les télévisions, des grands contrats de télévision qui ont été faits, et on est arrivé où on est aujourd'hui. C'était la 3e période. Et puis on démarre aujourd'hui la 4e période. Donc le 2010, c'était la 3e période avec la Diamond League, bien entendu, c'est cette ligue qui existe toujours. Et maintenant, on est dans notre 4e période qui aurait dû démarrer en 2020, mais on n'a pas pu le faire. Et nous avons signé un contrat avec la Diamond League pour 10 ans, 2021-2030. Et là, nous avons des droits de télévision qui sont vendus par une société qui s'appelle Vanda, et ce sont des Chinois, ça pourra être pas très étonnant, mais en fait, il faut comprendre qu'en Suisse, le sport était régi par une compagnie qui s'appelle Infront,
Infront qui avait certaines difficultés, qui est présidé ou dirigé par Philippe Blatter, le neveu de Sepp Blatter. Et quand ils ont eu quelques difficultés, ils se sont tournés vers les Chinois pour savoir s'ils ne pouvaient pas les intégrer dans leur conglomérat. Wanda est une société qui est active dans les supermarchés, les salles de spectacle, les cinémas. Ils ont créé une division sport. Et c'est Infront qui a rejoint cette division sport. Donc c'est Wanda Infront qui nous vaut les droits de télévision. Wanda, ça ne vous dit pas grand-chose, mais pour ceux qui sont férus de football, le stade de l'Atlético de Madrid s'appelle Wanda Atlético Stadium. Donc ils sont assez actifs, ils sont basés, ça ne vous surprendra pas non plus à Zug, même si ce sont des Chinois. Et là, il y a maintenant 14 meetings qui font partie de cette Diamond League pour une dizaine d'années dans les 4 continents. On n'a encore personne dans les continents africains, presque pas. Les droits de la Diamond League, ils sont détenus par World Athletics, notre fédération fêtière, par Wanda pour un petit pourcentage, surtout lié aux droits de TV, et par les meetings aussi, et par IMG, qui est une des sociétés qui s'occupe de commercialiser des droits de TV aussi pour nous. Nous avons, entre World Athletics et la Diamond League, c'est une société anonyme, nous avons chacun 49% des droits, et Wanda et IMG ont chacun 1%. Voilà un petit peu comment fonctionne cette Diamond League, 14 meetings. Ensuite, Atletissima est une association, pardon. On est organisé une association qui a des comités à 3 ou 4 étages. Il y a d'abord un comité stratégique, j'appelle ça le nuage, celui qui définit les stratégies, c'est 4 personnes. Je suis entouré de 3 personnes pour le faire. Et c'est là qu'on prend les grandes orientations après la saison, pendant l'automne, qu'on fait des réflexions sur un peu tous les sujets. Et de ces 4 personnes s'adjoignent ensuite 3 personnes qui représentent avec ces 7 personnes le comité exécutif qui, lui, alors mène la barque, se rencontre toutes les 3-4 semaines toute l'année. Et là, donne la direction qui a été présentée par le comité stratégique. Puis après, ils s'adjoignent à ces personnes-là qui font vraiment la direction. Un comité exécutif, c'est nous 7 plus 5 personnes et on se trouve à 12 personnes. Ces 12 personnes qui, toutes les 4 semaines, à des moments divers, séquentiel des séances, organisent Atletissima et se rencontrent, comme je l'ai dit, toutes les 3 à 4 semaines. Et puis, après, il y a tous ceux qui sont, on va dire, qui ont des personnes, qui ont des responsabilités dans l'Atletissima, des personnes qui sont soit un chef d'équipe, soit qui gèrent les VIP, qui s'occupent de la sécurité. Et en fait, lorsqu'on se réunit 4 à 5 fois par année, c'est 47 personnes qui sont dans cette organisation. Donc, le comité d'organisation, globalement, c'est 47 personnes. Donc, c'est quand même une assez grosse machine. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui s'identifient à l'événement. Atletissima, on le redit souvent, c'est une très grande famille. Je crois que les propos de Françoise tout à l'heure l'ont démontré. Nous sommes vraiment une famille, on se soutient et on aide pas mal les gens de différents dicastères. Alors, Atletissima en chiffres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'abord, le budget. Alors, le budget, on peut faire un budget de la manière dont on veut. Nous, c'est 4,7 millions. 4,7 millions, en fait, d'argent cash. On ne parle pas des contreparties que l'on a. Nous, pour pouvoir faire Atletissima, il faut qu'on ait des gens ou des institutions ou des collectivités qui nous amènent dans la caisse 4 700 000 francs. Sans ça, on ne pourrait pas tourner. Alors, je vous rassure, ce qui vient, c'est passablement d'abord de la ville de Lausanne, du canton de Vaud, il y a une partie d'institutions internationales. Mais ce qui nous fait une grosse partie de ces 4,7 millions, ce sont les droits de TV, puisque globalement, ça monte à 7 chiffres. On doit être l'événement en Suisse romande qui encaisse le plus de droits TV. Et puis, les sponsors, avec, je reviendrai aussi pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne. Mais disons qu'à peu près 60% du budget est apporté par les sponsors, un bon 60%, et les droits TV. De plus, les droits TV, en fait, on entend toujours il y a tant de millions de téléspectateurs, il y a tant de chaînes de télévision. Les chaînes de télévision, elles se regroupent en ce moment. Nous, en 2019, puisqu'en 2020, on a fait un autre événement, on a eu 59 chaînes de télévision qui ont repris l'événement dans plus de 169 pays. Donc, certaines chaînes, comme Al Jazeera, c'est distribué dans plusieurs pays. CCTV en Chine est distribué aussi dans plusieurs pays alentours.
Donc, nous, ça fait globalement à peu près 20 millions de téléspectateurs. Et là, IMG, qui s'occupe aussi d'une partie de ces droits, nous donne une statistique. On sait dans quel pays on fait le plus de téléspectateurs. On peut vraiment prouver ce que l'on avance. Donc, aussi, elles ne sont pas toutes en direct. Alors, on dirait, au début, vous battez, dites, non, on veut du direct, parce que c'est différé, on a déjà les résultats. Mais il y a beaucoup de pays où c'est très agréable d'être en direct, parce que quand vous êtes diffusé dans le monde entier, j'ai dit plus de 160 pays, en fait, vous avez des pays avec le jet lag, avec le time change. C'est peut-être préférable en Californie que le meeting soit en différé, parce que si vous le mettez en direct à 18h, c'est 11h du matin. Donc vous n'avez pas tout à fait la même audience avec ESPN à 11h du matin qu'à 7h le soir. Donc nous, ça ne nous dérange pas du tout que certains pays qui ont des différences d'heure, que ce soit en différé. On va dire qu'il y a 2 tiers en direct et 1 tiers qui est en différé. Après, c'est 130 journalistes. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'avant, on avait entre 300, 350 journalistes qui venaient. Alors, je ne parle pas du fait que les journalistes avec le corona ne peuvent pas voyager, mais en fait, aujourd'hui, on a à peu près entre 130 et 150 journalistes qui sont spécialisés dans l'athlétisme. Mais ce qu'on fait maintenant, et c'est quelque chose qui est nouveau, c'est qu'on doit créer, depuis 2-3 ans, on crée ce qu'on appelle une zone mixte virtuelle. C'est-à-dire que les journalistes, ils sont chez eux, à leur journal ou leur press center, mais en fait, ils sont en liaison directe, en streaming, avec des journalistes que nous avons organisés pour poser leurs questions. Les athlètes peuvent répondre en direct. Donc, ils font exactement le même travail que s'ils étaient présents dans le stade. C'est toute une organisation. Et on l'a fait pour le City Event qu'on a fait au flanc, qui a eu beaucoup de succès, puisque là, on ne pouvait pas voyager. On avait 21 journalistes inscrits et on en a eu 180 qui ont pris le streaming. Donc maintenant, c'est l'avenir pour le sport international. On le voit avec le football. Il y a peu de journalistes qui sont sur place, et souvent ça se fait avec du streaming. Vous l'avez vu au championnat du monde de ski, les Suisses ils ne sont même pas allés à Cortina, ils ont fait depuis le studio tout un streaming. Donc c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération pour le futur. C'est l'avenir, c'est comme ça qu'on doit aussi se développer. Et puis encore dans les chiffres, c'est plus de 450 bénévoles qui travaillent à l'événement entre la dernière semaine et le soir de l'événement. Et puis je voudrais aussi dire que Atletissima, ce n'est pas seulement un événement d'un jour. C'est ce que beaucoup pensent, mais en fait c'est beaucoup de choses. On a ce qu'on appelle chez nous l'Atletissima Week. L'Atletissima Week, c'est le dimanche précédent un relais des ministères. C'est des enfants qui courent, le frère contre la sœur, le père contre avec son fils. On a 7 catégories différentes et c'est un relais qui se passe de la fontaine du musée olympique juste à l'entrée du musée olympique, et ils changent le bâton de relais au milieu, et ils s'inscrivent. Les vainqueurs, en fait, ils reçoivent une invitation pour toute la famille qui vit sous le même toit à venir en tribune assister à Atletissima le jeudi suivant. Et puis, après ce qu'on a le ministère qui a lieu le dimanche avant, on fait depuis très longtemps un entraînement des Jeux. On va avec les stars de l'athlétisme, vraiment les meilleurs du monde. On va dans chaque capitale de Suisse romande pour faire un entraînement. Alors avant on le faisait, on avait mené tous ces athlètes en hélicoptère, mais maintenant avec l'environnement et les soucis, on ne va plus en hélicoptère, donc on a un petit peu resserré ceci. On peut aller à peu près à 1 heure de Lausanne, mais on essaie d'aller dans le plus de régions qu'on peut. Et là, ces athlètes suivent un entraînement, peuvent discuter avec, faire des photos, signer des autographes. C'est un moment de fun et de convivialité où ces gamins sont tout contents de pouvoir croiser ces stars. C'est les stars qui vont chez eux, et c'est très apprécié dans le milieu du sport. Ça, c'est le mardi. Et le mercredi, maintenant, on a institué un City Event qui devient une tradition. J'y reviens tout à l'heure. Et puis, on a initié avec la pandémie encore un autre événement qui a lieu depuis le 15 mai jusqu'au soir d'Atletissima, qui s'appelle la Coupe des clubs, où les clubs peuvent se confronter entre eux, avec à l'arrivée une finale qui se passe à Coubertin avec les stars suisses de l'athlétisme qui sont sous contrat avec nous et qui viennent participer et donner leurs conseils à ces finalistes. Et ça permet, on a un partenaire qui finance ceci, et ça permet de donner à ceux qui sont qualifiés pour la finale un peu d'argent au club pour qu'ils puissent faire des rentrées d'argent dans ces moments un peu difficiles. Mais on a décidé de pérenniser cette Coupe des clubs, donc elle redémarre le 15 mai pour se terminer le 22 août. Et puis, on va créer quelque chose de nouveau. On s'est rendu compte que les athlètes, quand ils voyagent comme ça, il
ne font pas grand-chose à l'hôtel le soir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs jeux vidéo, ils jouent dans leur chambre l'un contre l'autre. Mais nous, on a décidé que depuis 2021, c'est dans les premières choses qu'on va modifier, on va créer un championnat pour les athlètes qui sont dans l'hôtel. On va faire une grande décoration. Et en fait, les athlètes vont jouer les uns contre les autres. Et on va faire des éliminatoires tout au long de l'année. Et en fait, on va choisir 3 qui auront gagné dans les éliminatoires internes dans des clubs. Ce sera les Jeux sur l'athlétisme de Tokyo. Tokyo a sorti un jeu pour un Game Boy sur l'athlétisme. Et sur ces 3 pourront jouer un jeu contre une star qui sera présente. Ils pourront même peut-être la choisir. Et on va donner ça en streaming à tous nos partenaires. C'est-à-dire que UBS, qui est notre partenaire principal, a un hub de fan club. Je ne sais pas, la Vaudoise qui nous reçoit dans ces lieux ce soir a aussi sur son site la possibilité de se mettre en streaming. Et tout le monde pourra aller voir et regarder ces athlètes jouer et faire leur championnat. Et je vous assure que c'est très drôle parce qu'ils se passionnent et puis c'est très spontané, très naturel et c'est quelque chose de nouveau. On fera ça certainement la veille du meeting pendant 1h30. Et ce sera aussi dans le contrat des athlètes, donc ce sera vraiment les meilleurs athlètes qui le feront. Donc voilà, ce n'est pas seulement un meeting d'un soir, c'est toute une organisation et c'est pour ça qu'on est autant de monde dans cette organisation pour que ça fonctionne. Et puis on cherche maintenant, il y a ces choses-là, nous on cherche à développer, comme le font beaucoup d'autres événements, à développer d'autres choses. Ça a été écrit dans certains journaux, on pense au futur, parce qu'on se rend compte que la structure, elle évolue, on a quand même 7 personnes qui sont salariées à des degrés divers de l'organisation, mais pour un petit peu on va dire, étaler nos frais fixes et pour éviter qu'ils augmentent, on est aussi en train d'essayer de trouver d'autres activités athlétiques ou autres pour pouvoir lisser nos frais fixes. Mais on a plein d'idées, je vous assure que tout le monde est là-dessus. Moi j'ai un âge certain, pour ne pas dire un certain âge, mais je peux vous dire que le futur est en route, qu'il y aura toujours un athlétissima après Jackie de la Pierre, et que même si d'autres pensaient que ça allait s'arrêter après moi, et bien non, le futur est en route, et je peux le dire ce soir, je m'arrêterai d'être vraiment patron du meeting après l'exercice 2022. C'est une année un peu symbolique pour moi, et le futur aura été mis en place. Alors après encore, on peut parler de comment se prendre pour organiser un meeting comme Athlétissima. Disons, il faut quelques ingrédients. Il faut la passion, il faut la crédibilité, il faut avoir un réseau, et en tout cas se le créer, et ce sont des mots-clés. Et puis il faut toujours se dire que maintenant, la façon dont ce meeting est organisé, il faut comprendre que c'est un produit. C'est un produit, on ne peut pas le nier, un produit sportif, mais pour qu'il fonctionne, eh bien, il faut qu'il soit de qualité. Si vous avez un bon produit dans n'importe quel business, et qu'il est de qualité, vous pouvez le vendre à certains prix et comme ça vous arrivez à financer les 4,7 millions que j'ai parlé tout à l'heure. Et puis les choses ont aussi évolué. Au début, les gens qui nous donnaient un coup de main, qui nous finançaient, quand on a commencé avec 65-68 000 francs de budget, c'est des gens qui allaient dire bah, tiens, je te donne 1000 francs, je te donne 5000 francs. C'était du mécénat. On a eu des gens qui ont eu l'argent jusqu'à 20-30 000 francs. Mais aujourd'hui, tous les partenaires, je dis bien tous, ils veulent leur retour sur leur investissement. Alors le retour sur l'investissement, c'est pas seulement avec de l'argent, je l'expliquerai après, c'est surtout aussi la notoriété. Mais il faut, comme j'ai dit, avoir de la ténacité, il faut avoir de la rigueur et surtout avoir un esprit d'équipe. Le team spirit est très important, je l'ai dit avant, Athlétissima c'est une grande famille. Puis avec ça, ben, pour nous, tout notre but quotidien, c'est d'atteindre l'excellence. On a ce mot très souvent dans notre organisation, l'excellence par la gestion des défis, surtout dans cette période qui est quand même assez difficile avec la pandémie. Et puis, on peut dire aussi que pour tous les organisateurs, qu'ils soient culturels ou sportifs, on se rencontre, je vous rassure, on a des contacts aussi bien avec Jazz à Montreux qu'avec Paléo, qu'avec d'autres, on essaie d'échanger des bonnes pratiques, de travailler un peu ensemble. Sur la culture, le sport, on a beaucoup de choses en commun. On a toujours une vie qui est orientée pour se dépasser, on veut toujours faire mieux, que ce soit en culture ou en sport, l'atteinte du résultat, de la performance du chanteur ou du sportif, la gestion du risque, il est le même pour un événement culturel ou sportif,
et toujours cette poursuite de l'excellence. Et c'est sur tous ces points-là que notre organisation met ses piliers. Puis, il faut aussi avoir des valeurs. Elles se sont créées tout au long de notre organisation. Il y a d'abord le respect du spectateur. C'est la même personne qui va aller voir un match de football difficile qui viendra à Atletissima. Mais il n'aura pas le même comportement en allant voir Atletissima ou en allant voir un match de football. Donc le respect du spectateur, il faut savoir le mettre en place et le créer. Puis il y a le respect des sportifs, parce que ce sont des êtres humains, ils voyagent tout au long de l'année, donc il est important qu'on ait le respect de ces gens et de leur personnalité. Puis le respect de nos collaborateurs, de ceux qui sont ces 47 personnes qui font partie de ce comité d'organisation, des 450 bénévoles. On est très pointilleux. Alors ils reçoivent des beaux équipements par la marque à la virgule, qui nous fournit depuis de nombreuses années, qui est partenaire depuis longtemps chez nous. Et à part ça, ils reçoivent toujours un petit cadeau à Noël, quelque chose qui ne vaut pas très cher, mais une petite attention, on leur écrit, on leur dit ce qu'on va faire l'année d'après, on leur donne la date. Donc on a un respect très très fort de nos collaborateurs et des bénévoles. Et puis, on a bien dû aussi se mettre au goût du jour, c'est bien clair, c'est tout le respect de l'environnement qui prend aussi une part assez importante de notre organisation. En fait, à Atletissima, on sont des gens de défi. On l'a démontré, et pas plus tard que l'automne passé, parce que si vous mettez le magnéto au retour, on devait faire un meeting au mois d'août 2020, c'est arrivé ce qui est arrivé, et après on devait dire, est-ce qu'on fait quelque chose ou on ne se fait pas? Et là, on a dit, il y a une chose on doit garder ce lien avec tout le monde. On doit garder le lien avec les spectateurs, avec nos bénévoles, avec les télévisions, avec les partenaires, avec les collectivités. On ne voulait surtout pas casser cette chaîne qui pour nous était une chaîne très importante. Et après, il faut passer tous les détails, on a imaginé plusieurs scénarios. Et puis, voilà, on a décidé de faire un événement au flanc avec un budget très, très réduit. Et puis, on a fait le tour de nos partenaires. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, les partenaires, tous leurs événements étaient annulés. Donc, ils avaient de l'argent, et puis ils avaient envie qu'il se passe quelque chose, parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait donner à manger aux collaborateurs, aux spectateurs potentiels. Donc, tout le monde a joué le jeu, et comme ça, on a pu vraiment financer cet événement qui a coûté relativement cher. Et puis, comme on a fait vraiment quelque chose, avec ce que j'ai dit, d'avoir de la qualité, que ça a un certain prix, que ça doit être vraiment un bel événement, en fait, on a eu une immense surprise, c'est la télévision. Personne ne nous donnait gagnant. Nous, on m'a dit, si tu fais 3 ou 4 chaînes qui reprendront, puisque la télévision suisse le faisait en direct, ce sera déjà bien. Puis, on s'était dit, le plus grand succès, quand l'IMG a été vendre les droits, ils ont dit, mais une quinzaine ou une vingtaine de chaînes, il n'y aura pas de souci pour les avoir. La Fédération mondiale a dit, nous, on te donnera de l'argent et notre support seulement si tu as 4 chaînes. On se disait, de toute façon, il n'y en aura pas 4. Eh bien, on a eu 38 pays, et 38 chaînes de télévision et 152 pays qui ont retransmis et qui ont parlé de Lausanne, son centre-ville, pendant 2h30, avec le résultat, la meilleure performance mondiale, 6,07 m du Plantis en ville, à la tombée de la nuit. C'était un moment assez féerique. Donc, ça a montré et ça nous a renforcé de notre crédibilité et puis notre notoriété. Alors, tous ces défis, ils doivent nous inspirer aussi sur la manière de les aborder. Il doit y avoir du respect, il doit y avoir de la complicité. Et tout ça doit être des ingrédients de l'organisation. C'est toujours cette excellence. Je parle toujours de cette excellence. D'abord, qu'est-ce que c'est? L'excellence, c'est l'excellence opérationnelle qui doit être la clé du succès pour nous. Mais pour atteindre cette excellence, il faut une stratégie qui soit bien définie. Cette stratégie, elle doit être fiable, puis elle doit correspondre à ce qu'on a envie de faire, ce que le public attend, ce que les télévisions attendent. C'est une balance que l'on doit trouver entre ce que les télévisions exigent et ce que le public sur place souhaite chercher. C'est un vaste défi pour nous, à chaque événement, à chaque organisation. Mais il faut aussi penser qu'Atletissima, c'est devenu une PME dans son fonctionnement. Pas dans son esprit, puisqu'on est une grande famille. Et vous devez le comprendre de ce que je vous explique. Nous sommes vraiment une équipe, une famille. Mais son fonctionnement financier, avec un budget de 4,7 millions, c'est une PME. Et Atletissima est une PME. C'est peut-être une PME particulière, mais c'en est une. Financièrement, il est important pour nous de surveiller nos coûts pour arriver à optimiser un résultat. Nous travaillons avec une fiduciaire professionnelle depuis une dizaine d'années, ce qui a stabilisé nos finances. Et puis, à la différence du marché économique, celui du sport, il est fondamentalement émotionnel.
il repose sur l'incertitude du résultat. On ne sait jamais comment ça va se passer, de quelles conditions sont les athlètes, les conditions atmosphériques, on est dehors, il peut pleuvoir, le public, comment est-ce qu'il va réagir à certains événements qu'on lui propose, puis aussi plein d'autres événements. Puis Atletissima, en tant qu'organisateur, il doit accepter d'intégrer dans sa gestion une part de fatalisme, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. On ne peut pas maîtriser l'inmaîtrisable. Puis aussi aléatoire, comme j'ai dit avant, avec le temps. Et puis, vous pouvez avoir des athlètes qui sont en méforme, vous pouvez avoir des athlètes qui se sont blessés la veille, donc vous aviez prévu de monter une grande compétition avec eux. On est particulièrement tributaire aussi de nos sponsors, qu'ils soient publics ou bien privés, puis à qui on doit aussi rendre des comptes. Et ça, c'est très important qu'on ait cette stabilité financière, que notre fiduciaire puisse présenter des comptes qui sont comme on le souhaite. Et puis, je l'ai dit avant, pour les partenaires privés, c'est plus du mécénat, ils veulent un investissement, un retour sur investissement. Mais ce retour sur investissement, ce n'est pas en termes de profit, c'est en termes de puissance d'image qu'ils peuvent dégager par notre événement, et puis la visibilité médiatique. C'est surtout ces points-là qui intéressent les gens. Et bien maintenant, comment Atletissima est devenu un meeting de référence dans le monde, qui n'est pas jamais classé moins bien que 5e au monde, on a été même premier en 2012, mais premièrement grâce à notre fiabilité, puis ensuite grâce à des partenaires, surtout qu'ils soient publics ou privés, et tout d'abord la ville de Lausanne, le canton de Vaud, qui sont à nos côtés depuis les balbutiements de l'événement. Puis il y en a d'autres qui sont aussi là depuis 1977, qui sont toujours présents, et ce n'est pas un hasard, c'est notamment Migros Vaud, c'est la Vaudoise Assurance, c'est Nestlé, c'est Tamedia. Et puis, qui peut s'enorgueillir d'avoir un partenaire principal qui n'a jamais renoncé depuis 1982, et là je parle de UBS qui est derrière nous, et qui a un contrat qui dure jusqu'en 2023, donc on a une stabilité, ça donne cette stabilité. Donc je pense que notre crédibilité, notre notoriété, la manière dont on travaille, permettent aux partenaires de rester, d'être fiables, et ils savent à quoi s'attendre quand on vient vers eux. Puis la RTS aussi, parce que le monde télévisuel change, je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre, mais aujourd'hui vous avez plein de chaînes de télévision, de sociétés qui aimeraient acheter des droits, donc la RTS a perdu la Champions League. Vous devez bien penser que toutes ces sociétés s'intéressent à des événements comme le nôtre pour les racheter. Et nous, on a un contrat qui est échu en 2022, mais la RTS veut déjà discuter avec nous pour être sûr de garantir les droits au-delà de 2022. On peut parler jusqu'à 2026. Donc c'est un marché aussi qui nous prend pas seulement de temps et d'énergie, mais il est vrai que jusqu'à présent, et on n'a pas dans l'idée pour l'instant de modifier notre vision, pour les partenaires, il est quand même plus facile d'avoir une visibilité sur une chaîne publique que sur une chaîne privée. Et ça a aussi une importance dans le montant du partenariat de savoir que la visibilité elle est sur la chaîne privée et pas sur la chaîne cryptée. Donc on doit tenir compte, ça nous prend, comme j'ai dit, beaucoup d'énergie, on a des gens qui travaillent là-dessus et on doit faire attention de toujours avoir cette balance entre les chaînes privées, les chaînes nationales, les partenaires. Donc c'est une bonne salade que l'on doit bien assaisonner. Aussi pour nos partenaires, de notre vision, aujourd'hui on peut dire qu'on a 85% de nos partenaires qui sont sous contrat jusqu'en 2023. Et ce n'est pas dû au hasard. C'est le travail inlassable de toute l'équipe qui nous entoure, c'est cette qualité du travail, c'est cette excellence dans la durée. Puis pour nous, on n'a pas de petits et de grands prestataires, de partenaires. Il y a des partenaires qui vous donnent 5 000 francs ou qui donnent des montants à ces chiffres, ils ont droit à la même considération. On les traite toujours en mode d'égalité. Et puis, chercher des nouveaux partenaires, c'est un défi, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on a très peu de possibilités, puisqu'on doit être dans des catégories de produits. UBS, c'est la banque, c'est les produits financiers, c'est les produits d'assurance. Nous, on a 2 catégories qui sont ouvertes. Celle de l'énergie, puisque Gaz Énergie s'est retiré de l'athlétisme, donc on cherche un partenaire dans l'énergie, et on cherche un partenaire dans le food. C'est pas très facile de trouver des gens dans le food aujourd'hui. Et puis, il y a aussi, ce qui fonctionne bien, c'est qu'on a un suivi très régulier. On a 2 personnes qui s'occupent de l'organisation, d'être avec les partenaires existants, de leur donner des informations, de pouvoir discuter avec eux. Et on organise une fois par année une journée des partenaires
ou une soirée des partenaires. Et on a réussi un tour de passe incroyable il y a 2 ans, parce que, pour ceux qui connaissent à Lausanne, l'Abbaye de l'Arc, cette association n'est réservée qu'aux membres masculins, je m'excuse, mais c'est le cas, de l'Abbaye de l'Arc. Et pour la première fois en 200 ans d'existence, l'Abbaye de l'Arc a accepté de recevoir l'ensemble des partenaires, masculins et féminins, d'Athlétissima il y a 2 ans. C'était la première fois en 200 ans qu'il faisait cette ouverture, et ça montrait toujours aussi ce que l'on représente sur la place de Lausanne. Donc, les renouvellements des contrats aussi, c'est important. On fait attention que nos contrats ne soient pas échus tous la même année. C'est-à-dire que si vous perdez tous vos gros partenaires la même année dans une période difficile, c'est compliqué. Donc, on essaye d'échelonner sur un tiers. Qu'est-ce qui fait vraiment les défis de notre organisation? Je l'ai dit, la télévision, parce que sans la télévision, rien ne peut se faire. On voit que même s'il n'y a pas d'événement, s'il n'y a pas de public, pardon, eh bien, les télévisions, ça fonctionne. On peut regarder des matchs de foot, mais c'est une grosse machine de la RTS. C'est 8 quarts vraiment de reportage, c'est 22 caméras, c'est 4 régies différentes, et puis c'est plus de 100 collaborateurs de la RTS qui sont sur le site pendant pratiquement une semaine. Et puis avec eux, on discute aussi du placement des caméras, parce que on regarde quelles sont les épreuves qu'on va faire, où il y aura des points importants. Les caméras sont placées à peu près 1 mois avant, et aussi en fonction de la valeur, même si on traite nos partenaires de la même manière, la visibilité et la valeur du partenariat imposent que certaines publicités sont placées à des endroits un peu plus stratégiques. Imaginez, derrière le départ du 100 mètres, c'était des images fixes qui sont plus longtemps. On ne va pas donner ça à quelqu'un qui a un tout petit sponsor. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on doit aussi négocier avec la télévision. La vente des droits, ça vous intéressera. La vente des droits TV, en fait, elle est assez simple chez nous. La télévision suisse, je t'expliquais, on a un contrat pour réaliser et diffuser en Suisse. Ils ont l'exclusivité géographiquement sur la Suisse et de produire l'événement. Ensuite, ils doivent nous donner le droit de sortir. C'est le câble, la fibre optique qui sort l'image. Et ça, elle est gratuite, elle est comprise dans le contrat qu'on a avec la RTS. Et en fait, là, c'est là qu'intervient des gens comme Vanda, Infront, c'est là qu'intervient IMG, où ils vont vendre pour l'ensemble de la Daimonique, pas seulement Athlétissima, des événements. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des droits de télévision qui sont montants, qui dépassent les 7 chiffres. Donc c'est comme ça qu'on peut aussi financer l'événement. Et puis, petite anecdote, l'importance de l'horaire est très important. L'horaire d'Athlétissima, on doit le finaliser 60 jours avant l'événement. Pourquoi? Vous allez me dire, parce que vous avez des chaînes comme la Suisse romande, ben, ils commencent à 20h, comme ils le font, et puis les meetings s'amènent à 22h. Mais je prends toujours cet exemple avec la RAI. La RAI achète les droits, elle achète, j'invente, c'est un montant qui n'est pas réaliste, mais qui a payé $30 000 de droits de TV ou $100 000 de droits de TV, mais elle ne fait pas une émission de sport. Elle a ce soir-là une émission de variété, dans laquelle elle inclut du sport. Alors, quand il y avait Usain Bolt, il faisait une émission de variété, puis il savait qu'à 21h15, 21h16, eh bien, il y avait le 100 mètres avec Bolt. Donc, dans leur émission de variété en direct, ils savaient qu'à 21h10, ils devaient commencer à parler d'athlétisme, ils faisaient peut-être des anciennes stars dans leur émission, puis ils disaient dans l'émission, tout d'un coup, à 21h, ils disent, on va se rendre maintenant en direct à Lausanne, et vous allez pouvoir commenter, et ils prennent, en payant cet argent-là, peut-être que 3 ou 4 minutes de l'événement. Donc, si vous êtes en retard, si vous n'arrivez pas à être dans l'heure, la RAI ne va jamais vous payer le contrat, parce que vous êtes engagé qu'à 21h16, il y aurait l'horaire. Alors vous avez l'erreur du public qui voit à 21h10, 21h20. Mais nous, on est à la minute près. Et pour ceux qui pourront l'observer, à côté du starter, il y a toujours quelqu'un qui est avec des oreillettes. En fait, c'est le producteur du meeting. C'est lui qui reçoit de la RAI qu'ils ont son émission dans les 2 minutes. C'est lui qui dit au starter, il te reste 2 minutes. 2 minutes pour donner le départ, sinon après on n'est plus dedans. Donc le starter, il a non seulement la pression de ne pas faire un faux départ et puis que tout fonctionne, c'est déjà une assez grosse pression, c'est 10 fois dans la soirée, mais c'est le cœur de l'événement. Mais il a encore la pression du producteur de la télévision qui est à côté de lui, qui lui dit « Mon gars, il te reste 2 minutes pour donner ton départ. » Alors imaginez s'il y a un faux départ, s'il y en a 2. Et il faut rattraper ce temps-là. Donc c'est toutes des choses qui font qu'on a besoin de tout ce monde pour organiser. Pour les transports, c'est aussi une grosse machine. On utilise à peu près une trentaine de véhicules, non seulement pour transporter des athlètes, mais aussi pour tout le matériel. Quand on fait le City Event le mercredi, il y a du matériel pendant la nuit qui doit être remonté à Pontes pour le meeting du lendemain.
et tout ça. Et c'est à peu près une cinquantaine de personnes qui sont dans la logistique et qui ont des véhicules. Et puis après, bien, on a un peu tous les voyages depuis l'étranger. Des fois, on affrète des avions privés. C'est le meilleur marché que des avions de ligne. L'exemple le plus frappant, c'est que les Jamaïcains, ils sont toujours toute l'année, enfin toute la saison du côté de Venise. Et lorsqu'il faut les faire venir, eh bien, quand ils sont 8 ou 9, du coup, en prenant un avion privé, ça ne coûte pas plus cher qu'un avion de ligne. Et plus, ils partent de Venise, ils n'ont pas tous les tracas qui se trouvent dans les aéroports, et puis ils posent à la fléchette. Et puis, ils n'ont pas de trajet, ils sont tout contents, et ils peuvent encore faire un petit tour autour du Séram avec les pilotes. Donc, c'est toujours très agréable, et ils arrivent dans de très bonnes conditions à Lausanne. L'hôtellerie, c'est aussi compliqué pour nous. Je vous dis que je vais bientôt m'arrêter. Mais il faut faire attention parce qu'on peut mettre tout le monde sous le même toit. On loge au même pied qu'à Lausanne, 395 chambres, on en utilise 350. Il faut des chambres singles, des chambres doubles. C'est aussi un défi en 2021 parce que vraisemblablement on pourra utiliser des chambres singles, ça coûtera plus cher. Ensuite, on a le problème des ethnies. On ne peut pas mettre certaines ethnies sur le même étage. La nourriture, c'est un casse-tête parce que la nourriture doit être très variée et différenciée. Et puis l'eau qu'on doit mettre à disposition aussi qui est compliquée. Parce que un athlète qui prend une bouteille d'eau, s'il la perd du regard, il ne peut plus la toucher parce que peut-être quelqu'un a mis quelque chose dans son eau. Donc c'est toujours assez complexe d'organiser l'hôtellerie pour tout ce gros navire. Et puis la communication aussi importante. Alors on a une communication traditionnelle que tout le monde connaît. On utilise beaucoup, je dis plus de la moitié de notre communication se fait par les médias sociaux, les principaux, Instagram, Facebook, Twitter. Mais ce qu'il faut vraiment, il faut être inventif, et ça on a des spécialistes pour le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les social médias, on ne vend jamais rien. On ne vend jamais rien avec les sociaux, on ne fait que de la notoriété, on ne fait que de l'information. Mais vous ne pouvez pas, ce n'est pas par les médias sociaux que vous allez faire votre billetterie ou votre vente de billets. Il faut toujours passer par les canaux traditionnels. Et puis les athlètes, vous me direz, c'est peut-être le plus facile. Je dis toujours, quand vous prenez une coupe fraise dans un restaurant, c'est la crème chantilly que vous mettez sur le dessus. Parce que maintenant, au niveau où l'on est, c'est les athlètes qui demandent de venir. Alors, c'est des négociations, comme on a parlé Françoise au début, c'est des négociations financières qui ont évolué avec le temps, mais qui sont correctes, qui se font en bonne harmonie. Et en fonction du budget qu'on a, on peut créer notre plateau. Mais je dois reconnaître, dans toutes les stars, elles demandent à venir. Avant cette émission de ce soir, j'ai eu un téléphone avec des athlètes qui demandent déjà, des managers d'athlètes qui demandent déjà de réserver une place pour le 26 août dans certaines disciplines. Donc voilà, après, je vais parler de l'horaire, juste pour y revenir. Vous voyez toujours qu'au milieu du meeting, entre 8h et 22h, on fait l'épreuve de mi-fond et de fond la plus longue, 3000 mètres ou 5000 mètres. On s'en fout un petit peu qu'il la fasse d'habitude. Non, parce qu'on n'est pas dans un match de football. Les gens n'ont pas l'habitude de rester 2 heures assis dans un stade sans bouger. Donc en faisant un 3000, un 5000, celui qui ne s'intéresse pas trop à cette discipline, il peut sortir de sa place pour un besoin naturel, ou il peut aller acheter la bière pour les copains, ou acheter un sandwich, mais il ne perd rien du meeting. C'est aussi pour ça qu'on a un écran à l'extérieur du stade. C'est le gars qui va acheter sa saucisse, qui doit faire la queue. S'il est sorti du stade et qu'il n'a pas vu un événement majeur qui s'est déroulé dans le stade, il retrouve ses copains et puis il passe un petit peu pour un idiot. Tu as bien fait d'aller acheter ta bière parce que tu n'as pas pu le faire. Non, nous on a un écran extérieur qui diffuse le meeting pendant qu'il fait la queue. Donc le spectateur, il ne perd rien du programme. C'est pour ça que je dis qu'il faut venir au stade. Donc nous, Athletissima, avec tous ces défis, c'est une marque. On sait que maintenant Athletissima est une marque, on nous le fait savoir, et on veut la pérenniser. Et il faut avoir toujours cette crédibilité, il faut avoir de la chance. Mais je dis souvent que la chance, elle se cultive, elle s'apprend, elle se travaille. La vraie chance, elle n'existe que lorsque vous cochez vos numéros dans l'euro-million. Toutes les chances sont le fruit du travail de toute l'équipe qui est autour de moi. C'est comme ça qu'on peut relever tous les défis qu'on a. Et voilà comment on peut travailler. Et c'est avec tout ceci que devrait être Athletissima 2021. C'est 14 épreuves, un city event le mercredi, comme je l'ai dit. Et les préparatifs vont bon train. On fera un meeting avec ou sans spectateurs, mais il y aura un meeting dans la Pontaise le 26 août. Et nous organisons l'événement comme s'il devait avoir lieu normalement. On peut espérer que le 26 août, on pourra mettre quelques spectateurs dans ce stade pour créer une ambiance autre qu'une ambiance virtuelle.
Quelques mots sur le futur, et je terminerai par ceci. Donc, comme vous le savez, le stade La Pontaise devrait être abandonné à partir de 2026. On a dû demander à la ville de voter un crédit au conseil communal pour pouvoir faire des travaux urgents. Il y a à peu près 4 millions de travaux, mais ces 4 millions de travaux indispensables, c'est quoi? On ne nous redonnait pas notre licence d'harmonique pour les prochaines 5 années. On a signé 10 ans, au bout de 5 ans, il y a une réévaluation qui est faite. Donc, ces travaux vont démarrer, avec le beau temps, ça devrait démarrer, c'est pour ça, mais c'est vraiment derrière le départ du 100 mètres, il n'y a pas de Wi-Fi dans ce stade. L'électricité est complètement obsolète. Vous n'avez pas de locaux pour le contrôle antidopage. Vous n'avez pas de campagne TV pour que vous allez à la Pontaise, ces bus ils soient alignés le long du stade. Et tout ça, lorsqu'on met 100 000 francs ici, 400 000 francs là, 50 000 francs là, et ben on arrive à ces 3,6 millions que le conseil communal a adopté en décembre. Donc voilà ce qui va se passer. Après 2026, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. On sait que ce stade devrait plus être utilisé. En 6 ans, il peut se passer beaucoup de choses, mais en tous les cas, les projets de transformation de la région ne donnent pas de très bonnes idées pour continuer à faire un meeting dans ce stade avec ce qui va se construire autour et ce qui est prévu. Donc nous allons reprendre notre bâton de pèlerin. Il y a une nouvelle municipalité qui a été élue hier. On va voir qui va s'occuper des sports. Il y aura un nouveau conseil communal. Et là, c'est tout un long travail qui va démarrer. Et même si je ne serai plus le patron du meeting en 2023, je serai toujours le patron pour défendre 2026 et la suite de ce qui va se passer. Le futur, c'est aussi essayer d'avoir un management participatif. On écoute les idées de tout le monde. Et puis, pour terminer, je dirais que ce qui est mon futur, je vous l'ai expliqué, je serai patron du meeting jusqu'en 2022, mais depuis 2023, on aura fait une passation de pouvoir de l'exercice. Et je me réjouis. J'ai qu'un seul vœu pour le futur, c'est que même en mon absence, ce meeting se pérennise. Voilà, j'ai été un peu plus long, mais beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, mais j'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment. Et puis je vais laisser notre ami Philippe Côté conclure. Merci beaucoup Jackie pour cette présentation très intéressante. Il y a certaines choses qu'on ne savait pas, qu'on a appris ce soir, et puis surtout que tu vas passer la main après à toute une équipe, j'imagine, qui vont reprendre tout ça, et que ce meeting va perdurer dans le temps. Car c'est vraiment l'épreuve phare, je dirais, dans le canton de Vaud, avec un nombre de spectateurs toujours intéressant. Et je dois dire que c'est toujours un meeting qui nous fait vibrer, soit en présentiel, on espère, autrement on le regardera à la télévision. Merci beaucoup Jackie pour cette présentation et tout bon à toi. Merci. Voilà, nous en avons terminé pour ce soir. Merci aux téléspectateurs qui nous ont regardés, à tous les membres du Panathlon, et puis on vous dit à une prochaine pour cette émission, soit en direct, soit aussi en différé.